Demain débute la Coupe du Monde qui se jouera au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Une Coupe du Monde très politique alors que Donald Trump a décidé d'en faire ouvertement un outil de propagande MAGA. Une Coupe du Monde augmentée aussi. Elle comptera 104 matchs pour 48 équipes nationales représentées, un record. Et parmi ces matchs, certains deviendront peut-être cultes. Imaginez la teneur symbolique d'un États-Unis-Iran en 16e de finale ou la valeur sportive d'une finale au parfum de revanche entre la France et l'Argentine. Le football, fait social, économique, politique de grande ampleur, produit des moments de célébration collective. Mais certains matchs entrent dans l'histoire quand d'autres sombrent dans l'oubli. Alors qu'est-ce qui fait un match culte ? C'est la conversation que nous ouvrons ce soir avec nos deux invités. Lucie Emery, bonsoir. Vous êtes historienne, post-doctorante à l'Institut des sciences du sport à l'Université de Lausanne. Vous travaillez sur le football, en particulier sur la relation entre sport et politique en Argentine. C'était l'objet de votre thèse. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés se trouve François Darocha Carneiro. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, chercheur associé au CRES à l'Université d'Artois. Vous avez publié un livre très récemment aux éditions du Détour, Bleu, histoire de l'équipe de France depuis 1904. Et puis vous venez de signer une série documentaire pour France Culture dans la série documentaire LSD Allez les Bleus. Elle est disponible depuis dimanche sur l'application Radio France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Oh Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. Et ça passe. Et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde pour la 3e fois. Quel match, quel dramatique de télévision et quel souvenir pour nous et pour vous sans doute. Voilà, petit florilège de commentateurs sportifs réalisés par l'équipe de Questions du soir. Lucie Emery, quel est votre match culte, le match historique par excellence pour vous ? Le vôtre? Le mien, personnellement? Oui. Eh bien, moi, je suis de la génération 1998. Et donc, c'est la finale qui a offert à la France son premier titre. Pour moi, donc, c'est France-Brésil. France-Brésil. Et vous, François Darocha Carneiro? Comme je suis un petit peu plus ancien, j'opterais certainement pour France-RFA en 1982, Séville. Alors on va en reparler justement de France 98 et de France RFA 1982, deux matchs qui peut-être pour des raisons différentes sont devenus cultes. Je voulais d'abord vous poser une autre question. On parle de matchs mythiques, de matchs cultes, de matchs historiques. Est-ce que c'est la même chose, François Darocha Carneiro? À mon sens, non. Un match historique peut avoir une portée qui est propre au sport. Le match culte, j'en donnerai une définition très simpliste. C'est un match auquel on peut rendre un culte, dont on va faire mémoire volontiers parce qu'il y aura eu un scénario dramatique, parce qu'il y aura eu un enjeu particulier dessus, parce que des images se seront imprimées dans les esprits du plus grand nombre ou d'une communauté restreinte, peu importe. Et tout cela fait finalement qu'un match peut devenir culte. Un match, on va en reparler. Mais c'est l'aspect mémoriel, Lucie Emery, qui fait le match culte? Oui, moi je suis d'accord aussi avec cette définition proposée, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qui reste après cet événement, après ce match, et qui est commémoré, pour reprendre là encore ce vocabulaire religieux. Par exemple, là, on l'a entendu avec les extraits que vous avez passés, mais ça peut être aussi lorsqu'on passe des moments clés, des moments forts, des buts ou et à chaque Coupe du Monde, souvent il y a un florilège qui est proposé pour chaque sélection nationale de tous ces temps forts. Et souvent c'est comme ça que même des gens qui ne s'intéressent pas au football de façon très assidue, en fait, connaissent ces matchs cultes. En tout cas, ces moments-là. En préparant cette émission, François Darocha Carneiro, vous nous disiez pour un match culte, il faut 5 ingrédients. Quels sont les ingrédients du match culte? Alors, ils ne sont pas obligatoires
systématiquement. Il peut y en avoir que quelques-uns parmi eux, mais plus il y a d'ingrédients, meilleur c'est. Je pense qu'il y a l'enjeu. Un match est d'autant plus culte que l'on se trouve dans un match à élimination, par exemple, bien plus qu'un match de championnat classique. Il y a le scénario du match lui-même, pour peu qu'il y ait une dramaturgie particulière, et on entendait en effet les commentaires sur 82 tout à l'heure dans le petit montage. Eh bien, il est évident que cette dramaturgie va rendre le match d'autant plus culte. Il y a ces images, ce besoin d'imprimer des images dans les têtes. L'écho médiatique qui, en effet, sur le moment et ultérieurement, ce sont des matchs aussi sur lesquels on peut écrire, sur lesquels il peut y avoir des livres entiers. Et puis la mémorialisation, le fait que lorsqu'on se retrouve à discuter de football, eh bien, ce match-là revienne rapidement dans la conversation. C'est-à-dire que le football dépasse le statut d'événement sportif et seulement médiatique pour devenir un événement collectif qui peut prendre différentes significations, Lucie Emery. C'est qu'en fait, dans le mot culte, il y a cette dimension religieuse, mais il y a aussi une référence à la notion de culture. Et en fait, ce sont aussi ces matchs qui font partie de ce qu'on considère comme étant la culture footballistique, donc qui peut être celle d'initiés, de gens vraiment fans de football, qui suivent ça assidûment. Donc c'est pour ça que les matchs cultes, ça peut être très personnel. Et puis en même temps, il y a ça s'inscrit maintenant dans la culture générale, au même titre que le cinéma, les séries, la littérature. Et donc c'est pour ça que effectivement, ce sont des matchs dont on va entendre parler, même si on ne les a pas vus, même si on n'est pas forcément féru de football. En fait, c'est considéré comme faisant partie d'un bagage maintenant partagé, commun. Et ça, c'est l'exemple typique dont vous parliez, c'est France 98 fait partie de ce bagage, même pour ceux plus jeunes, celles et ceux plus jeunes qui ne l'auraient pas vécu, fait partie de... On a souvent comparé Coupe du Monde 98, Coupe du Monde 2018, comme s'ils n'avaient pas porté le même message, si l'une était culte et peut-être l'autre moins. Lucie Emery et puis François Darocha-Carnero. Là-dessus, je pense qu'effectivement, le 1998, en fait, c'est la première fois que la France remporte le titre mondial. Donc c'est pour ça que... Et on a vu tout... Là encore, dans la culture, il y a aussi des prescripteurs culturels, c'est-à-dire qu'il y a des médias ou des agents culturels qui fabriquent aussi la mémoire de ces matchs ou de ces moments. Donc on a vu les documentaires qui ont suivi... la médiatisation énorme autour des joueurs vainqueurs. Et je pense que pour 2018, y avait des enjeux, mais c'est peut-être moins marquant. Enfin, ça a marqué ceux qui ont connu 1998. Je pense que ça a un impact aussi pour la génération qui n'a pas connu 1998. Ça reste la finale qui va sûrement leur rester. Mais c'est toujours la question des origines ou de la première fois qui occupe une place toujours prépondérante. François Darocha-Carnero. Je crois qu'à cela s'ajoute aussi le fait qu'en 98, c'est la France qui a organisé la Coupe du Monde. Donc il y a une proximité de cette victoire. On l'a gagnée à la maison. Il y a également le fait que même si on est en période de cohabitation, que 98 suit d'assez peu les grèves de 95, la société française était peut-être un petit peu moins fracturée qu'elle ne l'est en 2018. Et par ailleurs, l'information est moins rapide en 98 qu'en 2018. Donc on a plus le temps aussi de se focaliser sur cette information majeure sportivement, mais peut-être mineure par ailleurs, à savoir la victoire de l'équipe de France dans un tournoi de football. Alors je vous propose un premier cas d'étude, vous l'avez déjà cité, François Darocha-Carnero, France RFA 1982. Et encore une fois, Schumacher. Il n'a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Une fois, ça va, mais ça échappe chaque fois à M. Corvère. Logiquement, l'arbitre de touche devrait le signaler à M. Corvère. Il a distance sur le civière. Oui. Alors que Michel Platini tient la main de son copain. Très vilain geste, en tout cas, de Schumacher. Et très mauvais arbitrage, je n'ai pas peur de le dire, de M. Corvère. François Darocha-Carnero, qu'est-ce qui fait que ce match 1982 est le match que vous ayez cité en début d'émission comme votre match culte ? Certainement déjà le fait qu'il n'y ait pas la VAR, et ce qui a permis
C'est-à-dire l'arbitrage par vidéo. L'arbitrage vidéo, ce qui a permis de conforter le choix de l'arbitre de ne pas sanctionner Harald Schumacher sur cette agression sur Patrick Battiston, le fait qu'il y ait l'image de Patrick Battiston inconscient sur la civière, et puis le fait qu'il y ait ce coup du sort qu'est ce match, à savoir que l'équipe de France a réussi à faire match nul à la fin du temps réglementaire, 1-1. Il y a des prolongations, donc, puisqu'on est en demi-finale de Coupe du Monde. À Séville, en Espagne. À Séville, et le match lui-même est parfois juste qualifié de Séville. La ville même désigne la le match. Nuit de Séville. La nuit de Séville. Et cette prolongation, c'est la première fois qu'il y a des prolongations pour des demi-finales de Coupe du Monde, puisque les prolongations décident du match nul, du résultat du match nul désormais à la place de ce qu'il y aura, alors pas les prolongations, les tirs au but, décidera donc de qui est vainqueur de ce match à la place du tirage au sort ou du match rejoué. Donc, prolongation avant même les tirs au but. Je vais un petit peu trop vite en besogne. Prolongation, l'équipe de France mène très rapidement 3-1. Et à 3-1, normalement, dans des prolongations, on arrête de jouer et on bloque le ballon, on fait en sorte de ne pas permettre à l'adversaire de marquer. Et bien sûr, il n'y a pas l'expérience pour l'équipe de France qui permet justement d'arrêter de jouer. Le banc français, comme les joueurs, continuent de jouer l'offensive, se font remonter à 3-2 avant la mi-temps de la prolongation, puis la RFA égalise, la Mannschaft égalise, et donc séance de tir au but. Lors des 5 premiers tirs, on reste à égalité, donc il faut un 6e tir au but. Horst Hrubesch l'inscrit, Maxime Bossis ne l'inscrit pas, l'équipe de France ne va pas en finale. Donc c'est une défaite? Ce n'est pas une défaite, c'est un match nul. Puisque pour qu'il y ait une défaite, il faut qu'il y ait véritablement un vainqueur dans le match. Or là, ce sont des tirs au but, par exemple. On parlera peut-être tout à l'heure du gardien de but argentin Emiliano Martinez. Lors d'un match contre le LOSC il y a 2 ans, Emiliano Martinez a eu un carton jaune pendant le match, puis un carton jaune pendant les tirs au but. Donc, logiquement, on aurait dû avoir un carton rouge au bout de 2 cartons jaunes, sauf que ce sont 2 moments différents. Ça, c'est une considération un petit peu technique, c'est mais finalement, technique. Je veux dire, l'Allemagne, elle est passée en finale de ce mondial. La France, non, on peut considérer ça comme une demi-défaite. Vous me l'accordez, François Darroch? Symboliquement, je vous l'accorde. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire, Lucie Emery, qu'il n'y a pas forcément que les victoires qui sont célébrées comme des matchs cultes. Le match culte peut se célébrer. On peut faire de la défaite un culte. On peut construire la mémoire autour de la défaite magnifique. Ah oui, bien sûr, oui. Et on peut même célébrer, alors ça c'est aussi une grande spécialité, de transformer une défaite en victoire. En victoire morale, en victoire parce qu'en fait, finalement, ça a été l'équipe la plus courageuse, les autres ne méritaient pas de gagner. Il y a un cas qui me vient en tête, c'est la finale de la Coupe du Monde de 2014 où l'Argentine donc, a perdu, mais contre l'Allemagne, toujours elle. Mais en fait, moi, j'étais à Buenos Aires à ce moment-là, et ça a été fêté dans la capitale, mais comme s'ils avaient gagné. Enfin, c'était. Et qu'est-ce que fêtaient les gens à Buenos Aires? Ils fêtaient le titre de vice-champion du monde, parce qu'en fait, au début de la compétition, où j'étais déjà sur place, et c'est vrai qu'il y avait peu d'enthousiasme autour de cette équipe. On s'attendait à ce qu'elle ait des résultats médiocres. Il y avait étrangement une attente assez faible, et en fait finalement là, l'Argentine a réussi un parcours qui était au-delà des attentes des Argentins et des spectateurs, et en fait ça a été célébrer que le fait d'être vice-champion, donc c'est une défaite mais en fait c'est une victoire, et quand les joueurs sont rentrés à Buenos Aires, ils ont été accueillis par Cristina Kirchner, la présidente de la République argentine à l'époque, qui leur a dit que en fait c'était des vainqueurs, qu'ils avaient donné une leçon de courage à toute la nation, parce qu'au début justement
le peuple n'était pas derrière eux, ils n'étaient pas soutenus, ils étaient très critiqués. Et en fait, ils ont donné une leçon à tout le monde avec ce titre. C'est également la manière dont Michel Platini parlait de ce match de 82, il me semble, François Darocha-Canero, en disant c'est le plus beau match de ma vie, c'est mon plus beau moment de football. Et pourtant, c'est une défaite tragique avec ce joueur de foot, donc Battiston. Les titres disaient attentat sur Battiston, qui avait peut-être pas frôlé la mort, en tout cas qui avait sérieusement été blessé pendant le match. Lorsque Battiston est emmené sur la civière hors du terrain, on ne sait pas s'il est vivant. Hein. On ne sait pas du tout, le point est ballant et on ne sait pas du tout dans quel état. On continue à jouer. Et on continue à jouer. Bon, et en plus, Patrick Battiston était un proche de Michel Platini, donc il y avait cela aussi qui jouait. Mais oui, la défaite peut très bien être un élément moteur de la mise en culte d'un match. Peut-être justement celle-là, parce qu'on est en 1982, que 1982, finalement, c'est pas si loin de 1945, qu'il y a tout un élan de germanophobie qui ressort, alors même que la génération qui voit 1982, c'est la génération qui est élevée avec les comités de jumelage, avec les jumelages dans tous les villages, avec d'autres villages allemands. Donc il y a ce paroxysme d'une germanophobie qui revient tout en étant dans l'amitié franco-allemande. Il y a quelque chose de très complexe qui se joue à ce moment-là. Voilà, on a le match culte parfait. Alors, ça, c'est la défaite. Un autre élément du match culte, peut-être là, on peut aussi parler du geste. Ce geste de cette faute, on se souvient peut-être plus de la faute que du match lui-même, alors, François Darocha. On se souvient plus de la faute, mais il y a aussi l'image d'Alain Giresse qui célèbre son but pendant les prolongations, qui marque les esprits. Et l'image de Maxime Bossis qui est complètement désemparé après avoir échoué sur son tir au but. Mais c'est vrai que l'image de Patrick Battiston sur la civière, l'image du coup de hanche de Harald Schumacher sur Patrick Battiston, elle est très forte. Autre match, autre faute, autre défaite, celle de la France, encore une fois, au tir au but. Vous peut-être considérerez que ce n'est pas non plus une défaite, décidément, François Darocha-Canero, mais c'est ce coup de boule de Zinedine Zidane. Là aussi, c'est le geste qui reste imprime plus que le match lui-même. Oui, c'est le geste qui imprime. C'est justement cette image qui permet de faire un match culte, qui résume le match à elle toute seule, alors qu'il y a bien d'autres images qu'on pourrait retenir dans un match. Alors, je vous propose de passer au deuxième cas d'étude de cette émission. Cette fois-ci, nous sommes en 1986. Le match se joue au Mexique entre l'Argentine et l'Angleterre. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, y gol, y gol, y barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas. Voilà, c'est pour ce but que tu es né, dit le commentateur. Merci Dieu, je pleure, pardonnez mes larmes. Toi, cerf-volant cosmique, de quelle planète viens-tu? Merci Dieu pour le football, pour Maradona, pour ses larmes. On voit là tout le sens de la mesure des commentateurs de football argentins et peut-être latino-américains. Qu'est-ce qui fait, Lucie Emery, de ce match de football un match historique, un match culte? Eh bien, parce que je pense qu'il regroupe, on avait parlé des critères, en tout cas des éléments qui favorisent qu'un match devienne culte. Et en fait, ce match-là concentre beaucoup de ces éléments, parce qu'en fait, il oppose donc deux équipes qui ont une histoire. L'Argentine et l'Angleterre, c'est une longue histoire de rivalité, et là aussi qui est propice à l'émergence de sentiments anglophobes, comme ce qu'on évoquait pour la France et l'Allemagne. Et c'est une histoire qui est à la fois footballistique, mais aussi historique, politique. C'est-à-dire c'est que l'Argentine a été ce qu'on a décrit comme
a fait partie de l'empire informel de l'Angleterre, c'est-à-dire que c'était finalement la puissance économique qui régissait en fait beaucoup de la vie de l'Argentine, et ça se manifestait aussi par le fait que ce sont des Anglais qui se sont implantés en Argentine, qui ont construit des infrastructures, des entreprises, qui ont introduit les pratiques sportives. On dit un terrain de foot par station de train en Argentine. En fait, ça suit vraiment, on peut retracer les circulations et l'implantation des Britanniques en suivant effectivement les terrains de foot et là où il y a des clubs. Et en fait, il y a eu, donc, dès les premières décennies du XXe siècle, en fait, une volonté portée par des intellectuels, des hommes politiques, de s'affranchir de cet impérialisme qui ne dit pas son nom, qui est informel. Et on a dénoncé finalement l'emprise de la politique britannique, anglaise en Argentine. Et donc ça s'inscrit dans une histoire longue. Et puis, il y a la guerre des Malouines, un événement géopolitique et militaire tout récent, donc qui date de 1982, où c'est une guerre qui a duré seulement quelques mois, initiée par la dictature militaire argentine qui était alors en place, mais qui là aussi visait à résoudre un conflit très ancien qui est celui de la souveraineté des Malouines, puisque les Falklands, ou les Malvinas en espagnol, et en fait sont des îles qui sont disputées depuis très longtemps, où l'Argentine réclame ces îles et estime que les Anglais, les Britanniques les ont appropriées illégalement. Et donc c'est une cause qui a un sens au niveau national et qui explique aussi pourquoi en fait des jeunes, des conscrits ont été envoyés et ont pu adhérer en fait même à cette idée de reconquérir les Malouines, sauf que ça s'est soldé par un désastre pour l'armée argentine. C'est eux qui ont eu le plus de morts, le plus de prisonniers, le plus de blessés. Et donc il y a une humiliation qui a réactivé en fait tout ce passif entre l'Argentine et l'Angleterre. Il y a aussi un passif sportif. Et ça c'est présent dans les têtes lorsque ces deux pays-là, le football est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et il me semble que Maradona lui-même le dit, qu'en fait, là, il va jouer ce match et que la victoire, ça sera une revanche pour venger tous les gens qui sont tombés lors de cette guerre. Alors parlons du match. François de la Rocha-Carneiro, je pense que vous le connaissez également. C'est un match où il y a 2 buts du côté argentin. On dit souvent le plus beau but de l'histoire du football et le plus moche ou le plus laid ou le plus je ne sais pas. Je vous laisse traduire but de l'histoire du football. Vous pouvez nous raconter ça et puis Lucie Emery, vous compléterez. Diego Maradona qui marque un but en levant la main au-dessus de sa tête. Or, la main, c'est le tabou absolu en football. Il n'y a que le gardien qui a le droit. La fameuse main de Dieu. C'est la main de Dieu. On peut faire tout et n'importe quoi en football, quasiment dans les limites du terrain et dans les limites quand même de la loi du jeu. Mais la main, ça, c'est absolument interdit. C'est vraiment la caractéristique, le tabou, la caractéristique la plus sale possible. Donc il a inscrit le but, peut-être pas le but le plus moche, parce qu'en fait à regarder c'est quand même un beau but, mais certainement le but le plus sale qui puisse y avoir. Et je laisse la parole pour le deuxième. Allez-y, Lucie, oui. Et oui, en fait, ce but qui est effectivement extrêmement contestable et en fait n'aurait pas dû être accordé. En fait, il est suivi très rapidement par un but extraordinaire puisqu'en fait Maradona remonte tout le terrain à lui tout seul, dribble toute la défense, laisse les Anglais vraiment cloués sur le terrain pour aller marquer le deuxième but qui là, celui-là est incontestable et donc marque aussi toutes les attentes aussi qui étaient sur les épaules de Maradona, que c'était lui l'homme de la sélection en fait, que c'était lui qui allait remporter ce mondial en fait, lui tout seul. Le but de la triche et juste après le but du génie, quoi. Voilà, de l'excellence footballistique argentine. De quelle manière est-ce que les guerres, là on parlait de guerre entre l'Argentine et l'Angleterre quelques années avant 1986, de quelle manière les conflits politiques intègrent les coupes du monde, François da Rocha-Carneiro ? De différentes manières. Déjà, ça donne la possibilité pour 2 États d'envoyer des sélections
qui, comment dire, si elles étaient désarmées, seraient en guerre ou en tout cas en alerte. Je pense par exemple à États-Unis-Iran en 1998. C'est quand même un match assez particulier d'une confrontation géopolitique. On ose imaginer un États-Unis-Iran cette année. Ce serait peut-être un petit peu difficile, je ne sais plus si c'est possible dans les tableaux. Donc c'est une façon de faire entrer un petit peu la guerre dans les Coupes du Monde. Et puis il y a surtout tout ce qui est vocabulaire et passion nationaliste qui sont C'est-à-dire motivés. vocabulaire, de quelle manière c'est C'est un réactivé? vocabulaire très guerrier. Quand on a l'attaque contre la défense, Mhm. quand on a un coup franc, bon, voilà, quand on crucifie un gardien de but, ce sont des vocabulaires très, très, très guerriers. Un tir, voilà. C'est un Est-ce qu'en vocabulaire qu'on France, il retrouve. y a eu des matchs de la France qui ont eu une particulière teinte politique, géopolitique comme cela? Il y en a eu plusieurs. Le premier match France-Allemagne en 1931, évidemment, après la Première Guerre mondiale, ça a une teinte politique particulière. On est en train de construire la paix, tout se passe à peu près bien, et les Allemands ont le bon goût de perdre. Donc ça va quand même bien. De même, en 1921, à mon sens, ça c'est un match culte, c'est contre l'Angleterre. L'Angleterre est un pays allié, mais on est quand même le jour du centenaire de la mort de Napoléon Ier, le 5 mai 1921. Il y a même une partie de la cérémonie autour du match qui entre dans la cérémonie du centenaire, dans les cérémonies du centenaire. Et pour la première fois de son histoire, l'équipe de France l'emporte face aux Anglais. Les Anglais, c'est le maître étalon du football à ce moment-là. Quelques années, 3 ans avant qu'on découvre les talents uruguayens aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, 1921, c'est aussi une date politique parce que ce monde nouveau qu'on est en train de construire, qui va en être le leader? Est-ce que cette France de 1921 est capable de surmonter le prix payé par la guerre, le prix payé pendant la guerre, l'hécatombe que ça a été? Donc là, il y a quelque chose d'un espoir de renouveau avec une telle victoire. Donc il y a souvent, très fréquemment, des élans politiques qui peuvent arriver en cours de match. On en a d'autres, il y en aurait bien d'autres à citer. Quant à vous, Lucie Emery, vous avez étudié justement les liens entre péronisme et football en Argentine. De quelle manière est mobilisé le football par la politique? Alors, le football, c'est vraiment un cas particulier à cette période parce que, alors que le gouvernement péroniste a une politique d'utilisation, en tout cas, le sport est un instrument de rayonnement international et donc il est financé, promu, encouragé par le gouvernement. En fait, c'est une période d'absence de la sélection nationale argentine dans les Coupes du Monde. Et ça a beaucoup intrigué les spécialistes qui se sont demandé si est-ce que c'est parce qu'il y a eu des consignes presque officielles en fait, on ne va pas envoyer d'équipe. Est-ce que ça vient en fait de tensions internes au milieu footballistique argentin avec la FIFA, etc. Et en fait, il y a aussi un élément marquant, enfin important pour comprendre ça, c'est que en 1948, il y a une très longue grève des joueurs en Argentine. C'est un conflit social, un conflit de travail très intense et qui se solde en fait en défaveur des joueurs. Et donc, à l'issue de la grève, on a des centaines de joueurs qui quittent l'Argentine et qui partent en Colombie, puis en Espagne ou en Italie, pour continuer leur carrière, en fait, parce qu'ils sont déçus des conditions de travail dans les clubs argentins. Et donc, ça fait qu'il y a aussi une hémorragie des grands talents footballistiques. Et donc, c'est compliqué aussi de réunir, en fait, une sélection nationale qui puisse rivaliser avec les grandes équipes. Et cette absence prolongée prend fin en 1958. Et là, c'est le désastre de Malmö où l'Argentine perd contre la Tchécoslovaquie, si je me rappelle bien. Autre défaite culte. Voilà, et une défaite aussi cuisante, et où là, c'est un peu la révélation pour les Argentins qu'en fait, ils pensaient jouer le meilleur football du monde. Ils étaient un peu en vase clos, ou seulement dans des compétitions continentales, régionales, et là, ils sont confrontés à un nouveau football européen qui les met à l'amende. Je pense personnellement qu'un match historique, c'est un match où il y a une surprise, un imprévu qui vient déjouer tous les pronostics,
ou toutes les attentes qu'on pouvait avoir. C'est par exemple le David qui gagne contre Goliath. Et en fait, c'est de cet événement dont on va parler dans la presse, dont on va parler au café, au bar, dans les rues, et qui va faire que la mémoire du match va durer pour en faire un match historique. Pour moi, un match historique, c'est Italie-Allemagne de l'Ouest, Mexique 1970, demi-finale de la Coupe du Monde. Un match qui est fini 1-1 au bout des premiers 90 minutes, et puis commencent les prolongations les plus incroyables de l'histoire du foot. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, but à la dernière minute de Rivera. Un match tellement mémorable qu'ils ont installé une plaque à l'intérieur du Stadio Azteca qu'on peut encore aujourd'hui visiter. Et un match tellement historique que j'ai l'impression de le connaître sur le bout des doigts alors que je n'étais même pas né. Voilà pour les amatrices et amateurs éclairés qui nous ont envoyé des messages à question du soir pour nous raconter quel était pour elle, pour lui, leur match historique. Alors justement, il y a quelque chose autour de, on a entendu là, de l'improbabilité, peut-être du scénario, ce sont des choses qu'on a dit dans cette émission. Il y a aussi le culte des matchs, il y a aussi le culte des Coupes du Monde, comme si la Coupe du Monde en elle-même concentrait tous les ingrédients pour créer cette machine à faire de la mémoire collective. Lucie Emery. Là, c'est en fait la Coupe du Monde, c'est ce qui consacre la qualité du football. Et c'est pour ça qu'en tout cas, moi j'ai plus étudié l'Amérique latine, et là on voit que c'est vraiment un enjeu très important de reconnaissance internationale pour des pays en plus qui souvent se trouvent en marge sur la scène internationale, et le football c'est un moyen d'être connu et reconnu partout dans le monde. Et donc il y a aussi une rivalité entre plusieurs pays, non seulement pour obtenir le titre, mais aussi pour obtenir le meilleur palmarès. Et là, entre l'Uruguay, l'Argentine, le Brésil, on le voit très bien, en fait. C'est bien, vous avez obtenu votre premier titre mondial, mais nous, on en a 3, nous, on en a 4. Et donc, il y a aussi vous nous parliez en préparant cette émission pour rattraper ça, d'Uruguay-Brésil 1950, la défaite du Brésil comme s'il avait perdu une guerre. Et cette défaite fait aujourd'hui l'objet d'une salle dans un musée, c'est ça, Lucie Emery ? Oui, alors, en tout cas, quand j'ai visité le musée du football à São Paulo, effectivement, il y a une salle entière qui est consacrée à ce match, notamment aux dernières minutes. Et donc, c'est projeté sur un écran géant. On passe un rideau, on est dans le noir et on a le commentaire du commentateur de l'époque. Et donc, comme ça, on est vraiment replongé. On peut revivre, en fait, donc là encore, comme une sorte de catharsis ou de messe collective. Ce qui est vraiment vécu comme un traumatisme ou un moment dramatique où le stade est silencieux. Donc il y a des centaines de milliers de spectateurs, le stade est plein. Et en fait, l'Uruguay gagne, mais dans un silence terrible, parce qu'en fait, la plupart des spectateurs sont des Brésiliens et qui sont dévastés de voir leur équipe perdre alors qu'ils espéraient obtenir le titre. Allez, je vous propose un dernier cas d'étude dans cette émission avant de devoir la clore. C'est évidemment celle de la France en 1998. Écoutez. La France, historiquement, a une origine plurielle. Il y a donc un ensemble partagé qui fait peut-être que la France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. Et ce matin, je regardais naturellement le défilé, j'étais au défilé. Et je voyais aussi, ce qu'on ne souligne pas assez, que l'armée française, qui a été ovationnée sur les Champs-Élysées, elle est également à la fois multicolore et tricolore. Et tout cela donne une belle image de la France. Voilà la belle image de la France. Interview France 2 du 14 juillet 1998 du président de la République d'alors, Jacques Chirac, qui insiste sur cette France multiple. C'est vraiment le grand mythe de la France, black, blanc, beurre. On en a fait des livres, des films et certainement des dizaines d'émissions. François Darocha-Carnero, dans votre série documentaire, on entend Emmanuel Petit, buteur de la finale contre le Brésil en 98, qui dit « Je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu mon pays heureux ». Est-ce que là, l'équipe de foot, plus que la Coupe du Monde culte, la victoire culte, c'est de faire d'une équipe de foot une incarnation nationale ? À certains moments de l'histoire, ça l'est, oui. L'équipe de foot,
ou la compétition. On est en train de voir aujourd'hui une compétition organisée par 3 pays. Il y a un pays qui manifestement s'implique beaucoup, ou en tout cas dont le dirigeant suprême s'implique beaucoup sur cette compétition. Je vous renverrai au dernier numéro de la revue Football avec un S entre parenthèses des presses universitaires de Franche-Comté, Voyage au pays du soccer. Il y a quelque chose là qui se révèle. Dans la manière dont Donald Trump s'implique dans la Coupe du Monde ? Entre autres, dans la manière dont Donald Trump s'implique, mais surtout, il y a une façon de mesurer où on est le football à un moment donné dans une nation. Maintenant, l'incarnation nationale pour la France, évidemment que 98 a marqué une étape particulière. Comme vous l'avez dit, c'est une mythologie. On y a cru. On a cru que la France pouvait être unie et fraternelle, avec la très belle formule de Jacques Chirac, qui ne comprenait rien au football, mais qui, par ailleurs, a eu ce sens du verbe, une France multicolore et tricolore en même temps. Et ça, c'est vrai que cette équipe de France a pu incarner à ce moment-là une nation. Une équipe nationale, c'est une représentation de toute façon. Alors, elle est tronquée, elle est imparfaite, mais c'est une représentation d'une société. Donc, oui, il peut y avoir cette incarnation. Lucie Emery, il y a eu Argentine 78, Coupe du Monde organisée pendant la dictature en Argentine, qui avait été très critiquée. Il y avait des appels au boycott. Il y a eu Qatar 2022, également critiqué sur le plan des droits humains, sur le plan également environnemental. Et également, il y avait eu des appels au boycott. Là, en 2026, toujours quelques appels, peut-être plus parsemés, au boycott pour cette Coupe du Monde dont Donald Trump semble avoir fait un fer de lance politique. Est-ce que ces Coupes du Monde peuvent être négativement cultes, ou alors peut-on espérer d'y voir aussi des matchs cultes ? Je pense que il y aura des matchs cultes, certainement, parce que même où des Coupes du Monde, ces Coupes du Monde vont rester dans les mémoires. Celle de 1978, en tout cas en Argentine, au moment où elle a lieu, il y a quand même un enthousiasme de la plupart des Argentins. Tout le monde est au stade, on suit ce qui se passe, on célèbre le titre, on est derrière les hommes de Menotti. Et c'est que des années plus tard qu'on en parle en émettant des critiques ou en rappelant le contexte. Déjà à l'époque, dans la presse française, on disait on ne va pas jouer entre des camps de concentration, etc. Finalement, pas tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des mouvements de boycott organisés qui étaient, qui dénonçaient ce qui se passait. Mais quand on a demandé, en fait, à des équipes de ne pas s'y rendre, quand on a demandé aux fédérations de boycotter, en fait, quelles fédérations ont renoncé à envoyer leur équipe ? Et il n'y a que quelques joueurs qui ont refusé de se rendre en Argentine. Vous allez vous intéresser, Lucie Emery, à titre personnel, à cette Coupe du Monde qui arrive demain ? Oui, parce que comme il y a le Mexique qui est impliqué, et puis déjà la configuration de cette Coupe du Monde, en fait, entre ces 3 pays, alors que juste avant, il y a eu vraiment des tensions très fortes entre Canada, entre États-Unis et Mexique. Je pense que c'est à suivre pour ça aussi. François Darocha-Carneiro. Le seul problème sera de trouver du temps de sommeil pour regarder quand même le maximum de matchs sans être trop épuisé, mais oui, bien sûr. Merci à vous deux d'avoir accepté de jouer le jeu de la recherche du match culte sur France Culture dans Question du soir. François Darocha-Carneiro, je rappelle que vous êtes historien. Le titre de votre livre Bleu, Histoire de l'équipe de France depuis 1904, et puis cette très bonne série documentaire LSD, Allez les Bleus, qui est disponible sur l'application Radio France. Et vous, Lucie Emery, historienne, postdoctorante à l'Institut des sciences du sport de l'Université de Lausanne, spécialiste du foot et de la politique en Argentine et en Amérique du Sud. Merci également à l'équipe qui m'a permis de préparer cette émission. Antoine Héral, Diane Devancet, Juliette Moilic, Mathias Mégy. Quant à nous, restez à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes seulement avec l'économiste Thomas Piketty pour nous demander si le recours à l'utopie est nécessaire pour réduire les inégalités mondiales.